Donc ici, exercice 30.18, on considère un endomorphisme nilpotent. Et on veut montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure stricte. Et donc, en particulier, on a le fait qu'une matrice nilpotente est forcément de trace nulle. Alors, donc, on veut donc montrer donc, soit M appartenant. Alors, ici, de façon équivalente, on veut montrer que si M appartenant à Mn de K est nilpotente, alors M est semblable à une matrice triangulaire stricte, triangulaire supérieure stricte. Donc ici, c'est intéressant de voir comment le dictionnaire endomorphisme matrice s'applique. L'énoncé me dit il faut montrer que n'importe quel endomorphisme nilpotent, je peux trouver une base où la matrice de cette base est triangulaire supérieure stricte. Et moi, j'ai tout de suite reformulé en disant que je considère une matrice nilpotente, alors je veux montrer qu'elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Donc, on verra éventuellement à la fin de l'exercice comment revenir au cas des endomorphismes une fois qu'on aura traité les matrices. Alors, la première remarque avant de se lancer dans cet exercice, c'est que on sait, d'après le cours, que si M est triangulaire supérieure stricte, alors M est nilpotente. En effet, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures strictes, c'est pareil que Tn1 de K. Et on a le fait que si je prends deux matrices M et N dans Tn1 de K, leur produit Mn appartient à Tn2 de K. Et donc, par récurrence, on peut montrer le fait que si j'ai une matrice qui est triangulaire supérieure stricte, alors, quel que soit K appartenant à N, je vais avoir M à la puissance K qui appartient à Tn. Alors ici, ça va être à mon avis, ça va être un truc du genre K, tout simplement. Voilà. Et donc en particulier, si j'ai une matrice qui est triangulaire supérieure stricte, on sait qu'en puissance n, elle est nulle. Puisque l'ensemble Tnn de K est réduit à la matrice nulle. Voilà, donc ici, dans cet exercice, c'est une sorte de réciproque.
Cet exo est une sorte de réciproque. Qui nous dit donc que si M est nilpotente, alors M est semblable à une matrice dans Tn de K. M est semblable à une matrice dans Tn de K. Alors, on a un petit fait déjà pour situer un petit peu ce qu'on raconte ici, c'est que si une matrice semblable à une matrice nilpotente est nilpotente, une matrice semblable à une matrice nilpotente est nilpotente. Et on sait même que c'est avec même indice de nilpotence. Démonstration. Donc, on considère deux matrices A et B, carré, et P, une matrice inversible. Et on suppose que A est égal à PB, P-1. Donc, A et B sont semblables. Alors, on a eh bien, A carré, c'est égal à PB, P-1 fois PB, P-1. Et ici, les deux P-1P vont fusionner. Et donc, c'est égal à P, B carré, puisque là, on va récupérer un B ici et un B ici. P-1. Et par récurrence immédiate, on a le fait que pour tout K appartenant à N, A puissance K va être égal à P fois B puissance K fois P-1. Et donc, si A puissance K, donc par exemple, on suppose B nilpotente, on fixe, je ne sais pas, K appartenant à N tel que B puissance K est égal à 0, on a alors A puissance K qui est égal à 0. Et donc, A est nilpotente. Fin de la démonstration. Donc, c'est une démonstration qui est assez bateau. Et ça devient du coup un réflexe. Réflexe. A semblable à B implique A est nilpotente si B l'est. A est nilpotente si B l'est. Alors, la deuxième remarque. Alors ici, je ne suis pas tout à fait... remarque importante. Une matrice nilpotente n'est pas nécessairement diagonale. Supérieure, pardon. Triangulaire. Attention, une matrice, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour
qu'une matrice nilpotente soit triangulaire. Supérieure ou inférieure. Exemple. Alors ici, la première idée que j'avais pour vous donner un contre-exemple, c'est de partir d'une matrice nilpotente et de la conjuguer par une matrice pour voir ce que ça donne. Donc, essai. Matrice nilpotente typique. Évidemment, je fais ça en n égale 2. Souvenez-vous, si j'ai un contre-exemple pour n égale 2, j'ai un contre-exemple général. Donc, matrice nilpotente typique. Est-ce que vous connaissez? Alors, matrice nilpotente typique, je vais prendre celle-là. Et maintenant, je vais conjuguer cette matrice. Alors, conjuguer, ça veut dire multiplier par P, P-1. Dieu l'a multiplié par P et P-1. Alors, ça, c'était ma matrice nilpotente typique. Maintenant, je vais avoir une matrice inversible typique, ou plutôt une famille de matrices inversibles typiques que je garde sous le coude quand j'ai des petits exemples à calculer. Ici, je ne suis pas sûr que ça marche. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça marche. On va essayer. On va essayer. À mon avis, ça n'a pas marché. Donc, je peux prendre cette matrice-là avec A qui appartient à K et je l'appelle P indice A. Et ce que je sais, c'est l'inverse de P indice A ne coûte pas très cher. L'inverse de P indice A, c'est 1 moins A 0, 1. Pourquoi? Car je sais que quand je fais A, que quand je multiplie cette matrice par cette matrice, ça c'est un petit calcul qui est bon de connaître. Donc, tout ça, c'est une astuce, hein, parce que j'ai l'habitude de voir ces matrices-là, donc ça m'y fait penser. Okay. Et donc ici, je vais essayer. On essaie de calculer donc, cette matrice-là. La matrice nilpotente typique, je vais essayer de la conjuguer par ici. Je vais prendre cette matrice-là. Et ici, je vais prendre cette matrice. Alors, ça ne peut pas marcher. C'est un échec assuré puisque j'obtiendrai forcément une matrice triangulaire. J'obtiendrai forcément une matrice triangulaire.
Donc ici, échec. Car le résultat est triangulaire supérieur. Et triangulaire supérieur. Puisque cette matrice-là est triangulaire supérieure, cette matrice-là est triangulaire supérieure, et cette matrice-là est triangulaire supérieure. Et d'ailleurs, les coefficients diagonaux seront les produits des coefficients diagonaux, donc seront nuls. OK, donc ce petit test n'a pas marché. Et donc maintenant, on va essayer de faire autre chose. Autre test. Et donc, on cherche, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une matrice M. On va la supposer de taille 2. On va la chercher parmi les matrices réelles, telles que M est nilpotente et M n'est ni Tn+, triangulaire supérieur, ni Tn-. Alors, je vous essaie. On prend M est égal à 1, 1, moins 1, moins 1. Déjà, cette matrice, elle est de trace nulle. Donc, c'est plutôt bon signe, puisqu'on a vu que la conséquence de l'exercice qu'on va résoudre, c'est qu'une matrice nilpotente est forcément de trace nulle. Alors maintenant, on va calculer. Donc, M au carré. 1, 1, moins 1, moins 1. Alors, en première colonne, j'ai la somme des deux colonnes. Et donc, ça me fait 0, 0. Et en deuxième colonne, j'ai moins la somme des deux colonnes. Donc, ça fait 0, 0 égal. Donc, ça marche. Donc, voilà un exemple de matrice nilpotente qui n'est pas triangulaire supérieure. Et donc, ça nous donne un contre-exemple en taille n en général. En général, eh bien, je peux prendre cette matrice-là. Je mets des petits blocs ici. Et si la dimension est impaire, je peux terminer par un 0 éventuellement. Je pourrais essayer aussi de généraliser ce contre-exemple. Mais bon, j'ai trouvé un contre-exemple. OK, donc retenez bien, une matrice nilpotente, donc bilan, premièrement, Tn++, c'est nilpotent. Deuxièmement, nilpotent typique, c'est la matrice qui est comme cela, avec des zéros partout, première sur diagonale que des 1. Ça, c'est le nilpotent typique. C'est un nilpotent d'indice de nilpotence n.
Ça, on l'a pratiquement démontré dans un des deux groupes, avec l'exercice sur U carré égale U cube égale 0 et U carré non nul, on construisait une base. La démonstration dans le cas général est pareille. Petit 3, contre-exemple. M nilpotente n'implique pas en général que M est triangulaire supérieur ou M est triangulaire inférieur. OK? Et enfin, ce qu'on va démontrer, c'est que si je suis nilpotent, je suis semblable à du Tn++. C'est ce qu'on va démontrer. Petit 4, on va montrer. Monsieur, Oui, c'est pas supérieur strict? si, mais c'est en particulier supérieur. Oui, d'accord. Merci. On va montrer que M est nilpotente. Ça implique M est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Alors, on va raisonner par récurrence. On raisonne par récurrence sur N. Alors, N égale 1. Bon, une matrice, donc soit M, appartenant à une matrice de taille 1,1, nilpotente. Donc, on écrit M égale A, avec A qui est un scalaire. Bon, bah, M1 de K, il n'y a pas grand-chose. Hein. La multiplication, c'est juste A carré, etc. Donc, on a, pour tout K, M puissance K, c'est égal à A puissance K. Et donc, comme M est nilpotente, on a A puissance K qui est égal à 0 pour un certain K. Et donc, A égale 0. Hein, c'est des scalaires. Alors maintenant, hérédité. Donc, on va montrer. Donc, on suppose qu'on fixe N. On suppose le résultat vrai pour N. Et montrons-le pour N plus 1. Donc, soit A, soit M, une matrice de taille N plus 1, nilpotente. Alors, premier fait, c'est que M est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle.
Victor, tu as une question? Non. D'accord, tu peux éteindre ton micro alors. Alors, M est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle. Alors, comment je vais faire pour démontrer ce fait? Donc, tout ce que j'ai, c'est que la matrice est nilpotente. Et fait M est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle. En fait, j'ai un fait beaucoup plus général. C'est que si je considère M une matrice carrée, alors remarquez dans le fait, c'est que comme M est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle, une matrice qui possède une colonne nulle ne peut pas être inversible. Deuxièmement, le caractère d'inversibilité est stable par similitude. Ça veut dire, si j'ai deux matrices qui sont semblables, alors elles sont inversibles en même temps. Je vais rapidement démontrer ça. Si j'ai A qui est égal à P, B, P-1, et si j'ai B qui est inversible, automatiquement A est inversible, puisque P et P-1 sont inversibles. Et d'ailleurs, en passant la relation étoile à -1, ça me donne A-1 est égal à P, B-1, P-1. Et donc, la relation qu'on avait vue tout à l'heure, A puissance K, ça me donne pour tout K appartenant à Z, cette fois-ci, j'ai A puissance K qui est égal à P, B puissance K, P-1. Okay, ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, on a démontré que deux matrices semblables sont inversibles en même temps. Et donc, si une matrice est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle, forcément, elle est non inversible, puisqu'une matrice qui possède une colonne nulle est non inversible. Et donc, en fait, on a un fait beaucoup plus général, c'est que si je prends une matrice, si elle est non inversible, alors M est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle. Toute matrice non inversible est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle. Démonstration. Alors, qui a une idée d'une démonstration possible de ça?
idée, je vais passer dans le monde vectoriel. Donc, je quitte le monde des matrices. Le nouvel énoncé. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nouvel énoncé? L'analogue vectoriel du fait plus général, là. Le fait que j'ai encadré en rose. Une matrice non inversible est semblable à une matrice qui possède une colonne nulle. Le nouvel énoncé, ça va être soit E, un espace vectoriel fini. Je vais supposer qu'il est de dimension supérieure ou égale à 1. Et soit F, un endomorphisme de E, qui n'est pas inversible. Alors, il existe une base de E telle que la matrice de F dans cette base soit égale à une colonne nulle et après, je ne sais pas. Alors, qui veut donner la démonstration de ce nouvel énoncé? Ouais, Louis, on t'écoute. Je pense que c'est incomplet, mais c'est une idée, mais comme F n'est pas un isomorphisme, son noyau n'est pas l'espace vide. Non, Donc, l'espace nul, attention. l'espace L'espace nul, vide, pardon. ça n'existe pas. Oui. Donc, on peut prendre un vecteur de son noyau, que quand il est seul, c'est une base, c'est une famille libre, puisqu'il est non nul, et on peut le compléter ensuite en une base de E. C'est parfait. Et voilà, et Ça nous donne ensuite, exactement ça. voilà. Donc, effectivement, comme F n'est pas inversible, le noyau de F n'est pas restreint à l'espace nul. Donc, on se donne une base du noyau qu'on note E1 jusqu'à EP, avec P qui est égal à la dimension du noyau de F. On complète cette base en une base E1 EN de E. On a alors, donc en fait, on a démontré plus. On a démontré que, alors, donc si on regarde, on la complète en E1 EN, qu'on va noter B. Donc la matrice de F dans cette base, donc ici, là j'ai F de E1, là j'ai F de EP, et ensuite j'ai F de EP plus 1 et F de EN. Et ces vecteurs-là, je les exprime dans la base E1 EN. Eh bien, F de E1 vaut 0. Donc là, je suis nul. F de E2 vaut 0, etc. F de EP vaut 0. Donc en fait, c'est encore mieux, c'est que j'ai les P premières lignes de ma matrice qui sont nulles. Ça, c'est caractéristique d'une matrice, d'un endomorphisme dont le noyau est de taille P et de dimension P.
Et ensuite, les vecteurs suivants, ben, je ne sais pas ce que ça fait. Voilà. Donc là, j'ai démontré la version vectorielle de mon fait général. Voilà, c'était l'énoncé vectoriel. Et maintenant, l'énoncé matriciel, démonstration de l'énoncé matriciel. Eh bien, on a M qui appartient à Mn de K, non inversible. Soit maintenant E, un espace vectoriel de dimension finie, et B, une base de E. J'interprète M comme la matrice d'un endomorphisme de E. C'est l'idée. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette idée. J'interprète M comme la matrice d'un endo de E. Ici, je suppose que E est de dimension N. IE, soit F appartenant à L de E, tel que la matrice de B de F dans la base B, ça soit M. Ça, c'est la surjectivité de l'application math. C'est la surjectivité de l'application math de B, qui va de L de E dans Mn de K. Toute matrice peut être vue comme la matrice d'une application linéaire. Comme M est non inversible, F est non inversible. Comme M n'appartient pas à GLN de K, on a petit f qui n'appartient pas à GL de E. Ça, c'est du réflexe. Je n'ai même pas besoin de savoir si je l'ai dit dans le cours. À mon avis, je l'ai énoncé dans le cours, mais c'est du réflexe. Les propriétés de M et de F sont les mêmes. Inversibles en même temps, etc. Et donc, d'après ce qui précède, on peut se donner une matrice B, une base B. D'après ce qui précède, soit B', base de E, telle que la matrice de F dans la base B' soit égale à un petit bloc de 0 et quelque chose. Maintenant, notons là, je veux dire, on sait que la matrice de F dans la base B et la matrice de F dans la base B' sont semblables. C'est la motivation de l'introduction de cette notion de similitude. Par exemple, via la formule de changement de base. Okay, qui me dit que la matrice, alors c'est M fois, alors c'est P, je réfléchisse, peu importe. M fois P, donc le P va être ici, PB. P est la matrice de passage de B à B'. Donc, on sait que ces matrices-là sont semblables, mais qui est cette matrice-là?
Par définition, c'est M. Qui est cette matrice-là? Par définition de B'. Donc, L, c'est M. Et l'autre, c'est bien une matrice avec une première colonne. J'ai même tout un bloc de 0 qui est nul. Donc, fin de la démonstration. On a démontré que toute matrice non inversible, et en particulier nilpotente, était semblable à une matrice avec que des zéros. Donc, continuons la preuve. Continuons la preuve. Comme M est nilpotente, M est non inversible. Et donc M est semblable à, je vais l'appeler à N, qui s'écrit avec que des zéros sur la première colonne, et ensuite quelque chose. Comme M est nilpotente, N est nilpotente. J'aurais juste une question. Oui, je t'écoute, Idriss. C'est juste, je comprends pas en quoi on sait que notre matrice est inversible et non inversible si elle est nilpotente. Ah, parce que comme tu as M puissance K qui est égal à 0, si c'était inversible, tu aurais IN égale 0. Tu multiplies ça par M moins 1. Tu obtiens M puissance K moins 1 est égal à 0. Et donc, en le faisant plein de fois, tu obtiens IN égale 0. Absurde. Tu comprends, Idriss? Oui, merci. Je ne l'ai pas précisé, effectivement, mais c'est bon, c'est bien d'avoir posé la question, Idriss. C'est un réflexe. Nilpotent, pouf, non inversible. Donc, comme M est nilpotente, Mn est nilpotente. Monsieur, Oui, comment est-ce qu'on sait que c'est la première colonne de N qui est nulle? c'est par définition de grand N. D'accord, merci. D'accord. Je sais que je peux construire une matrice 1. Ça, c'est parce que j'ai commencé ma base E1, EP par, ici, les vecteurs. J'ai commencé ma base B par les vecteurs E1, EP, qui c'est une base du noyau. Donc, l'image des EI, c'est nul. Donc, c'est le premier bloc qui est nul. Donc, ça, c'est la réduction que je fais. J'aurais pu mettre la colonne à la fin, au milieu. Je peux la mettre où je veux, en fait. Alors, donc je sais que la matrice N est nilpotente. Et donc, j'écris N égale A. Bon, là, j'ai un 0 en haut à gauche. Je vais l'écrire sous forme diagonale par bloc. Grand A ici. Là, j'ai encore que des zéros. Et ici, je vais mettre, peu importe, des étoiles. Avec grand A, qui est une matrice de taille n. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais j'étais parti d'une matrice de taille n plus 1. Nilpotente. Donc, je sais qu'elle est
semblable à une matrice avec une première colonne nulle. Cette matrice avec une première colonne nulle, elle est encore nilpotente. Et je décide de l'écrire comme ça. Mais maintenant, on a, pour tout cas appartenant à n à la puissance k, c'est-à-dire quand je fais cette matrice-là en puissance k, le produit se fait bloc par bloc. C'est une matrice diagonale par bloc. Donc, c'est égal à 0 à puissance k. Et ici, j'ai d'autres étoiles. Ce n'est pas les mêmes. Et comme n est nilpotente, la matrice A est nilpotente. Comme n est nilpotente, fixons par exemple k tel que n puissance k égale 0 en taille n plus 1. On a alors nécessairement A puissance k qui est aussi égal à 0. Et donc A est nilpotente. Et donc, par hypothèse de récurrence, A est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. A est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Donc, je vais terminer la preuve ici. Donc, alors fixons donc P, une matrice inversible, matrice pour faire la similitude. Et la matrice triangulaire supérieure, je vais l'appeler T, T appartenant à Tn++ de K, telle que la matrice A soit égale à PT, P-1. Donc ça, c'est nilpotent. Cette matrice-là, elle est nilpotente de taille n. Donc, je sais qu'elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Il me reste à recoller les morceaux entre la matrice M, la matrice N. Entre la matrice N et la matrice A. Donc, on a N qui est égal à ceci. Et A qui est égal à PT, P-1 comme ça. Et donc, je vais poser une matrice Q qui va être égale à une matrice avec que des 1 en haut à gauche, que des 0 ici, ici P. Je pose P égale ça. On a Q-1 qui est égal à cette matrice-là. Il n'y a pas de 0 là, autant pour moi. Et donc, il nous reste à calculer donc ici, ce que j'ai, cette relation-là, je vais la réécrire. Donc, j'ai multiplié que quand je fais P-1 A
P, c'est triangulaire supérieur. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais calculer Q-1 NP. On calcule Q-1 NQ, pardon. Donc Q-1, c'est ça. N, c'est la matrice avec A. Et Q, c'est la matrice comme ça. Alors, en fait, ce sont toutes les trois des matrices qui sont triangulaires supérieures par bloc. Donc, le résultat, j'ai bientôt terminé. Le résultat est triangulaire supérieur par bloc et les blocs diagonaux se multiplient un par un. Donc, en haut à gauche, on a 1 fois 0 fois 1. Là, on garde notre structure triangulaire supérieure par bloc. En haut à droite, je ne sais pas ce que j'ai. C'est triangulaire supérieur par bloc. Et dans le deuxième bloc diagonal, j'ai P-1 fois A fois P. Et donc, finalement, quand j'ai terminé mon calcul, j'obtiens que ça fait 0, 0, ici quelque chose que je ne connais pas, et là, j'obtiens ma matrice triangulaire supérieure. T triangulaire supérieur, strict. Et donc, c'est bien une matrice triangulaire supérieure stricte. Et donc, bilan, j'ai donc démontré que Q-1 NQ est triangulaire supérieur strict. IE, on a démontré que N est semblable à du triangulaire supérieur strict. Or, M est semblable à N. Donc, conclusion finale, on a démontré que notre matrice M était semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. M est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. C'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà, je ne veux pas faire le lien avec les endomorphismes. J'ai suffisamment fait, je pense, dans cet exercice de va-et-vient entre le côté endomorphisme et le côté matrice pour voir que, bon, ben oui, si j'ai un endomorphisme qui est nilpotent, eh ben, je considère sa matrice, elle est nilpotente, et donc elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure, et je peux interpréter ça comme un changement de base. Et donc, en particulier, la trace, conséquence, corollaire, la trace d'une matrice nilpotente est nulle. La trace d'une matrice nilpotente est nulle. Pour ceux qui ont bien aimé cet exercice, ou pour ceux qui sont un petit peu pas forcément à l'aise avec cet exercice qui est très ambitieux, je vous encourage éventuellement à aller voir les vidéos de l'année passée où j'avais corrigé aussi cet exercice. Ça vous permettra de voir peut-être un point de vue un peu différent. Je pense que j'avais raconté les choses d'un point de vue un peu différent. Et avoir deux fois la même histoire racontée un peu différemment, ça vous permettra de peut-être mieux la comprendre. Un exercice très important, ambitieux. Donc, je vais mettre pas mal de jours de reprise pour cet exercice. Voilà, j'arrête l'enregistrement là.